De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour, bienvenue à nos auditeurs et auditrices, vous êtes bien sur RBS 91.9 pour écouter votre émission de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Aujourd'hui, vous avez droit à une émission tout à fait particulière puisque je suis seul dans le studio parce que nous diffusons des interviews enregistrées en amont. Nous allons parler en ce jour de laïcité et sans attendre un entretien avec Alima et Thomas qui nous parlent de la façon dont ils et elles mettent en œuvre la laïcité dans deux cadres différents. Tout de suite, Alima et Thomas. Pouvez-vous vous présenter ? Thomas Risser, conseiller principal d'éducation dans l'établissement REP+. Alima Menesser est actuellement étudiante à la faculté de Strasbourg et militante dans une association d'éducation populaire qui fait de l'éducation nouvelle. Alors, dans quel domaine, ou lieu, ou dans quel secteur mettez-vous en œuvre la laïcité ? Alors, pour moi, je mets en œuvre la laïcité au sein de l'association où je suis militante quand je suis formatrice en animation volontaire et BAFA-BMT. Et du coup, là-bas, j'applique plus ou moins les règles de la laïcité. J'applique les règles de la laïcité, les réelles règles de la laïcité au public que nous avons en formation animation volontaire. Alors moi, il y a deux aspects. Un aspect règlement intérieur, puisque la loi de 2004 se traduit évidemment en règles pour les élèves dans l'établissement scolaire. Donc c'est l'aspect faire appliquer la loi de 2004 et donc faire appliquer le règlement intérieur. Et c'est l'aspect explicitation même de qu'est-ce que c'est que la laïcité par le biais de la charte de la laïcité et éventuellement de formation des élèves autour de la question de la laïcité. Mais du coup, en parlant de la charte de la laïcité, que dit la charte de la laïcité ? Alors la charte de la laïcité, c'est pas un texte réglementaire, c'est un document qui reprend l'essentiel de ce qu'il faut retenir des différents textes réglementaires existants sur la question de la laïcité depuis les lois de la laïcité qui imposent la laïcité à l'école de 1881 jusqu'à justement la loi de 2004 sur le port du voile à l'école. Donc c'est une série d'une dizaine d'éléments thématiques qui redisent quels sont les aspects de la laïcité. Alors, ce qu'on pourrait essentiellement faire comme reproche à ce document-là, c'est que c'est un document qui, du coup, a un vocabulaire qui reste un vocabulaire assez juridique et qui, donc, du coup, ne parle pas énormément aux élèves, ce qui nécessite, du coup, beaucoup d'explicitation derrière, puisqu'il est censé être affiché partout, il est censé être une référence, il est dans les carnets de correspondance de tous les élèves, sur décision ministérielle depuis maintenant plusieurs années, aller dans le carnet de correspondance des élèves, donc ils l'ont tout le temps sur eux, et c'est vrai que c'est difficile à comprendre, puisqu'il existe bien une version qui a été retravaillée spécifiquement pour les enfants, la charte de la laïcité pour les enfants, mais ça a été fait par le journal des enfants, malheureusement pas par l'éducation nationale. Et du coup, question un peu plus large, c'est quoi pour vous la laïcité ? Comment vous la définissez pour vous et dans votre domaine d'intervention ? Pour nous, c'est d'abord un principe de vivre ensemble. C'est-à-dire que la laïcité, c'est censé être ce qui rassemble et non ce qui exclut. C'est l'idée de base au départ, en tout cas, c'est de permettre que chacun soit à égalité, sans qu'il y ait des pressions aussi bien politiques, puisque c'est aussi ça la laïcité, que publicitaire, puisque pour nous, si vous voulez, la laïcité, pour nous, c'est pas que la question religieuse, en principe. Dans les principes théoriques, la laïcité, c'est la pression religieuse. C'est la protection vis-à-vis de la pression religieuse, mais aussi vis-à-vis de la pression politique ou vis-à-vis de la pression économique, mais publicitaire, on va dire. Donc, en principe, c'est éviter que les élèves soient démarchés religieusement, donc pas de prosélytisme. C'est éviter que les élèves soient démarchés politiquement, donc on n'impose pas des opinions aux élèves, on leur apprend à déterminer leurs opinions, mais on leur impose pas d'opinion. Et donc, normalement aussi, évidemment, veiller à ce qu'ils ne soient pas ce qu'on leur impose pas non plus des habitudes, des cultures, des aspects dus aux pressions économiques, du moins dans la théorie, bien entendu. De moi dans la théorie. J'aime bien ce terme. En fait, pour moi, la laïcité, quand j'entends la laïcité, j'entends surtout le pluralisme avant tout. Ça veut dire que c'est laisser la place à tout le monde
Et si je me permets un peu de voir, il y a les premiers textes, parce que en fait, par rapport à l'association militante, j'ai participé à une formation en fait sur la laïcité, et je suis censée maintenant aujourd'hui, en ayant reçu mon petit certificat qui me permet de former sur la laïcité, du coup d'être en capacité de former des personnes de niveau 1 à la formation à la laïcité. Ce que j'ai pu observer à travers cette formation-là, c'est qu'au début, les textes de la laïcité étaient vraiment pour protéger les minorités, pour protéger un peu les personnes dans une société qui était, je dirais, majoritairement très croyante, très pratiquante et tout. Et du coup, on protège les autres minorités, qui sont les laïcs, qui sont à cette époque-là les protestants, qui sont les personnes issues, personnes juives. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus dans la protection des minorités. Je la vois plutôt dans, en fait, à une certaine minorité, on demanderait de ne plus être visible. Et du coup, on est dans la laïcité ne protège plus une minorité, mais elle exclut une minorité de la visibilité, et on lui demande d'être neutre et de ressembler à tout le monde, à tous les autres, et qu'elle fasse abstraction peut-être d'une culture croyante peut-être, mais qu'elle doit faire abstraction de cette croyance. Donc du coup, d'après vous, la laïcité elle manque un peu son but initial de rassemblement en discriminant certaines catégories de population? Pour moi, clairement, oui, je le pense. Du coup, dans vos institutions respectives ou établissements respectifs, à vous de voir, comment est-ce que vous mettez en œuvre ce principe de laïcité? Donc du coup, en ce qui nous concerne, c'est d'abord donc en faisant respecter le fait qu'aucun signe extérieur ne trahisse la religion de l'élève, en tout cas aucun signe ostentatoire en fonction des textes. En réalité, ça arrive assez rarement qu'on soit amené à le faire appliquer, puisque en général les élèves qui pourraient être voilés, par exemple, retirent spontanément à l'entrée de l'établissement. Donc on a rarement, personnellement, je l'ai jamais eu à le faire. Dans un établissement où j'ai été, on a rarement à le rappeler à des élèves, donc de cet aspect-là, c'est plus formel. La seule fois où j'ai eu à appliquer, c'était d'ailleurs cette année, la loi de 2004, c'était en fait par rapport à une croix. Puisque en fait il y a 2 élèves qui sont venus me voir, oui monsieur, est-ce qu'on est bien dans un établissement laïque, etc. Et donc du coup ils m'ont parlé d'un élève qui avait une croix. J'ai effectivement convoqué l'élève et effectivement il avait une grande croix. Ce que j'aurais pas cru existant pour de vrai, mais effectivement il avait une grande croix, et donc je lui ai demandé de la retirer, de la mettre dans son sac. Il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là, mais c'est la seule fois où j'ai eu à l'appliquer de cette façon-là. En général, ce que j'ai vraiment à faire, c'est plus des formations à destination des élèves, pour leur expliquer un petit peu en quoi consiste la laïcité, pour les faire un peu réfléchir par rapport à ça. Et en fait, très vite, c'est un prétexte pour parler de vivre ensemble en général, et pas juste de la question de la religion. Puisque en réalité, c'est rarement la question qui nous préoccupe le plus. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est la question de se respecter, quelle que soit son opinion, de pas lancer des rumeurs sur les uns et les autres. Enfin bref, ça dépasse très largement le cadre strict de la religion, où c'est très loin des débats médiatiques qu'on peut entendre. J'ai une question. Est-ce que on parlait de voile, de foulard, est-ce qu'il y a des substituts qui sont acceptés ou qui sont tolérés au voile et au foulard pour les jeunes filles qui ne voudraient pas découvrir leurs cheveux? Alors tout dépend comment on interprète le texte de la loi de 2004. La loi de 2004 parle de signes ostentatoires, et le seul signe ostentatoire, les 3 seuls signes ostentatoires clairement explicités dans la circulaire qui ensuite a mis en œuvre ce texte de loi au sein des établissements scolaires, parlent du foulard, parlent d'une grande croix pectorale et parlent de la kippa. Donc en principe, il n'y a rien d'autre de nommé explicitement, ni d'histoire de grande jupe, ni d'histoire de vêtements amples, ni d'histoire de couvre-chef qu'on refuserait d'enlever. En général, dans les établissements scolaires, de toute façon, le port des couvre-chefs est interdit, puisqu'en général, on vise plutôt les casquettes en fait, en réalité que les kippas ou autre chose. Et donc du coup, en général, on s'appuie là-dessus pour enlever tout ce qui pourrait être par-dessus les cheveux. Mais en réalité, il n'y a rien qui s'opposerait d'autres signes discrets d'appartenance religieuse qu'on ne verrait pas. Personne n'a jamais fait la chasse aux petites croix, par exemple.
Et après, ça dépend beaucoup d'une question d'interprétation. Il y a des établissements où on le voit chaque année. Je lis la presse comme tout le monde et je me rends bien compte qu'il y a des établissements où on chasse on fait la chasse à des demoiselles qui ont des jupes trop longues. Alors moi, je m'amuse pas à me balader personnellement avec un double décimètre pour vérifier la longueur des jupes dans un sens ou dans l'autre. Alors qu'il y a quelques années, on s'offusquait de ce que les jeunes filles arrivent en mini-jupe à l'école. Mais on s'en aussi offusque encore régulièrement, donc c'est parfois assez paradoxal. Il y a encore régulièrement des polémiques qui peuvent être vues là aussi dans la presse, dans tel ou tel établissement, où parfois on a contrôlé justement que la jupe n'était pas trop courte. Personnellement, je pars du principe qu'il vaut aussi appliquer un certain bon sens en la matière. Les styles vestimentaires sont malheureusement très variés. Et mon rôle, à moi, je le vois plus dans un rôle éducatif que dans un rôle de police des mœurs. Et du coup, dans votre association, alors, comment on met en œuvre parce que je suppose que l'association est une association laïque. C'est une association qui se déclare laïque. On est une des associations d'éducation populaire que nous, on revendique depuis le départ, qu'on est laïque. Et du coup, comme dit, pour nous, en tout cas, la laïcité, c'est pas forcément d'exclure les personnes qui ont un signe, mais plutôt d'accepter tout le monde, que ces personnes-là ne puissent pas mettre une pression à un autre groupe ou à un individu pour qu'ils puissent faire la même chose. Et du coup, on est de dire, nous en tout cas, cette année, on a fait un texte qui permet de valider en fait, il y a plus ou moins, c'est pas des principes, il y a de la structure entière, mais c'est plus, il y a je dirais une méthode d'accompagner nos formateurs et formatrices sur peut-être comment aborder la question de la laïcité, comment je dirais se positionner face à une personne qui a un signe de religieux. Et clairement pour nous, c'est de dire que je dirais l'ambiance raciste qu'il peut y avoir à l'extérieur, et les stagiaires elles viennent avec. Les stagiaires à qui souvent on a répété dans un pays laïque tu enlèves tes signes, tu enlèves ces signes et tu enlèves ces signes, on se dit que ces personnes-là quand ils arrivent en formation ils ont ce ressenti au fond d'eux, ils ont intériorisé en fait et tout ça et ils sont exclus de plusieurs espaces. Et nous le choix qu'on a fait c'est de dire non, chez nous ils sont pas exclus, on les accepte comme ils sont, on est prêt à œuvrer, à laisser de la place à leur pratique, du moment que bien sûr qu'elle ne dérange pas tout le monde, mais qu'on est prêt, qu'elle ne dérange pas tout le monde dans le sens où on n'est pas là pour qu'ils puissent essayer de ramener des gens à eux, d'inciter par la force de personnes à y croire à leur idéologie, mais plutôt qu'eux, s'ils ressentent le besoin de pratiquer une religion, et nous, on est en capacité aujourd'hui de dire qu'on met de la disponibilité des moyens qui nous permet accessible dans notre structure pour permettre à ces personnes-là de pratiquer. Parce qu'aujourd'hui, on a une position de dire que ces textes de loi, elles sont vraiment discriminantes pour une minorité et que nous, on ne veut pas faire de la discrimination. Donc ça veut dire que dans vos temps de formation, vous organisez des temps de formation, enfin vous permettez déjà aux personnes de venir avec le foulard, la croix, la kippa, si jamais oui. Ça se retrouve. Ah oui, c'est ça. Et que du coup vous parlez de pratique, ça veut dire aussi qu'ils peuvent avoir des espaces de prière. Oui. Oui, si les stagiaires nous demandent qu'ils souhaitent avoir un espace de prière, il est possible d'aménager un espace pour qu'ils puissent prier. Et donc du coup, la seule chose qui n'est pas tolérée, c'est qu'ils essayent de convertir quelqu'un. En tout cas, de discuter avec des gens, c'est possible, d'expliquer que comment ils pratiquent, c'est quoi la religion, mais de forcer les personnes à se convertir, ça, nous on est contre quand même. D'accord. Quel blocage vous rencontrez au quotidien ou par rapport à vos collègues ou par rapport à, quel blocage vous rencontrez par rapport à l'application de ces éléments de laïcité? Nous, dans les établissements scolaires, le principal problème, c'est que pendant trop longtemps, on a cru que parce qu'on était fonctionnaire ou parce qu'on était enseignant, on savait qu'est-ce que c'était que la laïcité et que tout était acquis. En réalité, les jeunes générations d'enseignants n'ont souvent pas eu avant, sauf depuis quelques années, mais ça fait à peine 2-3 ans que c'est vraiment remis en place. La plupart avant n'ont pas eu de formation du tout sur la question de la laïcité, ni dans leur cursus d'enseignement, à l'enseignement pour être professeur, donc à l'IUFM ou à l'ESP suivant les cas. À un moment donné, d'ailleurs, il n'y avait même plus de formation des enseignants, donc ça réglait carrément la question.
ni même parfois dans leur cursus, évidemment, avant en tant qu'élève, que ce soit au lycée, à l'université, ils n'ont pas eu forcément énormément d'apports sur la question de la laïcité. Parfois ils l'ont eu, mais très noyé dans autre chose, donc ça c'est devenu très flou. Et donc évidemment, c'est pas parce qu'ils sont enseignants ou parce qu'ils sont fonctionnaires que d'emblée, d'un coup, ils incarnent la République. Et ils le font en termes juridiques, évidemment. Dans la réalité des consciences, c'est évidemment plus mouvant, plus compliqué. Du coup, expliquer qu'est-ce que c'est que la laïcité aux élèves, on s'est rendu compte qu'ils savaient parfois pas le faire, parce qu'eux-mêmes ne le savaient parfois pas. Il a fallu attendre les problèmes d'ordre public liés aux attentats d'il y a quelques années pour que d'un coup on se saisisse de la question et de remettre en place des formations, de réexpliquer aux enseignants qu'est-ce que c'était, pour leur permettre à leur tour d'expliquer ça à leurs élèves. D'où parfois des confusions, puisque beaucoup de discours politiques ambiants ont fait irruption en salle des profs et parfois ont remplacé les discours de la République ou les discours de l'État. Et on se rend compte que parfois certains enseignants ont une conception en fait médiatique, d'origine médiatique, de qu'est-ce que c'est que la laïcité, et donc erronée juridiquement ou erronée en termes de valeur. Et parfois c'est compliqué du coup parce que ça peut entraîner des crispations vis-à-vis de certains publics scolaires, que ce soit les élèves ou les parents, voire même les autres collègues, puisque parfois du coup certaines interprétations de la laïcité vont être crispantes, vont amener des conflits parce qu'on va défendre une laïcité qui n'est pas forcément de la laïcité telle que dans les textes, ou la laïcité telle qu'on peut l'imaginer en termes de vivre ensemble. Parfois, ça va être une laïcité, effectivement, un peu repliée sur une partie seulement de la population, ou en tout cas qui va être vue comme telle. Donc la principale difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de refaire, entre guillemets, culture commune, de réussir à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par laïcité, de manière à pouvoir après mener des actions vis-à-vis des élèves, discuter avec les élèves et éviter que ça devienne un souci de conflit, puisque pendant trop longtemps, en fait, la laïcité, ça a été le prétexte de beaucoup de conflits. Ça l'est encore médiatiquement, et il faut éviter maintenant que ça le soit aussi dans les établissements scolaires, pour que ça puisse réellement incarner le vivre ensemble. Du coup, quel blocage vous rencontrez aussi au niveau associatif ? Blocage, alors je dirais que pour l'instant, le seul blocage, je dirais que c'est que ce soit pas partagé par l'ensemble des militants et militantes, mais peut-être plus que aujourd'hui c'est possible chez nous parce qu'elle est partagée par les personnes qui sont quand même dans les instances de pouvoir et qui peuvent décider. C'est ça qui a facilité aussi, je pense, cette prise de décision. Et du coup, la réticence, elle est peut-être qu'il faut accompagner ces personnes-là à une compréhension un peu de aujourd'hui dans l'instance de gouvernance, la vision que nous avons et c'est la résistance juste de personnes, et je rejoins un peu ce qu'il disait Thomas, parce que c'est des personnes qui font le lien entre laïcité et c'est quand même misérable, mais laïcité, attentat, du coup personnes c'était qui se sont dit de confession musulmane, l'islam c'est dangereux, du coup voilà, on va pas en plus encourager ces personnes-là, mais je pense que c'est chez nous c'est plus un travail de pédagogie à faire pour accompagner ces personnes, mais qu'ils ne sont pas dans la réticence pure et dure, mais qu'ils ont besoin peut-être de prendre du temps de discuter, d'échanger sur le positionnement aujourd'hui qui a été de dire nous on fait la laïcité autrement, ouverture à tout le monde et acceptation de toutes les personnes. J'ai encore deux petites questions. La première, c'est il y a deux grandes lois. Il y a trois grandes lois qui parlent de la laïcité, c'est-à-dire la première loi sur les écoles de 1881, je crois bien, la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, et en fin de compte la loi de 2004 qui a fait beaucoup de débats et qui a été écrite suite à un grand nombre de débats. Est-ce que d'après vous il y a des différences entre ces lois ? Première sous-question. Deuxième, est-ce que s'il y a des différences, qu'est-ce que ça peut apporter dans le quotidien des études, des élèves, des professeurs, et voilà. La loi oui, elles sont très différentes d'esprit et de termes, puisqu'elles ne visent pas les mêmes choses. La loi de 1881, son objectif, en réalité, c'est pas vis-à-vis des élèves déjà pour commencer, parce que elle cible en réalité les enseignants, puisque jusque là, très souvent, c'est des congrégations religieuses qui y compris dans le public ou sur des missions de service public enseignées aux élèves, ou des gens qui avaient été formés par eux, ou enfin bref, il y avait tout un contexte qui faisait que la religion faisait partie de l'école.
Et dans un contexte d'affirmation d'une république valable pour toutes, dans un contexte aussi de reprise en main par l'État de la chose scolaire, qui pendant des siècles a été une chose gérée de fait par des congrégations religieuses et donc par la religion, du moins en France, mais pas qu'en France, hein, évidemment. La question était en fait de laïciser les personnels, et donc que ce soit des personnels non religieux et laïques qui assurent les missions d'enseignement. Ce qui signifie aussi du coup au passage laïciser les locaux, par exemple. Donc il ne s'agissait pas d'influer sur les consciences, mais de créer un moment où les personnels n'étaient plus soumis aux dogmes religieux, au sens soumis à l'autorité religieuse. Il s'agissait en fait d'une séparation au sein de l'école, entre l'Église d'un côté, l'État de l'autre. Après, la liberté de conscience existait toujours, la religion n'était évidemment pas bannie en réalité en tant que telle de l'école, puisque la morale qui était enseignée à l'époque était encore très fortement imprégnée évidemment du catholicisme majoritaire ambiant. Même si après on pourrait nuancer évidemment ce que je viens de dire, qui n'est pas un propos d'historien. La loi de 1905, qui d'ailleurs ne s'applique pas encore aujourd'hui sur la totalité du territoire français, puisqu'elle s'applique uniquement en métropole, aux départements, à tous les départements sauf à l'Alsace-Moselle, donc Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle qui en sont exclus. Elle ne s'applique pas nécessairement dans les dom-toms, puisqu'elle ne s'applique pas non plus en Guyane, elle ne s'applique pas non plus à Wallis et Futuna, elle ne s'applique pas non plus à Mayotte, et je dois encore en oublier. Donc cette loi de 1905, c'était une loi de séparation de l'Église et de l'État. Elle n'aborde pas le terme de laïcité en tant que tel, même si c'est le pilier de la laïcité. Et donc là, il s'agit d'une séparation institutionnelle entre les institutions de l'Église d'un côté et les institutions de l'État de l'autre côté. L'État prend ses décisions sans en référer à la chose religieuse, quelle que soit d'ailleurs la religion dont il est question. Il ne reconnaît aucun culte, il ne subventionne aucun culte. Ce qui de l'autre côté, ça veut dire qu'évidemment la religion n'influe pas sur les affaires de l'État et ne va pas donner des ordres à l'État. Ça, c'est la loi de 1905. Donc c'est une loi d'organisation globale des rapports d'autorité publique, c'est de la politique, au sens propre du terme, au sens noble du terme. La loi de 2004, elle s'adresse aux usagers, ce qui est nouveau, puisqu'elle cible clairement les élèves en tant qu'élèves, et a pour objectif de réfréner le prosélytisme qui serait généré par les élèves eux-mêmes, ou des élèves sous influence de grands groupes religieux qui chercheraient du coup à faire du prosélytisme par leur intermédiaire. Donc il y a un état d'esprit très différent qui reflète les préoccupations de la société dans son ensemble. Donc la différence entre loi de 1881, 1905 et 2004. Je dirais que peut-être la loi, la première, 1881, ça touchait plus, je dirais, le corps enseignant. Elle n'était pas forcément sur la majorité des personnes, dans les citoyens et citoyennes, ça touchait pas à la globalité. 1900, et du coup, je me sens peut-être moins proche actuellement de cette loi-là. Et 1905, je trouve que c'est une loi qui a permis peut-être, du coup, comme je disais tout à l'heure, aux minorités d'avoir un espace de liberté, parce que je pense que vivre dans un pays à 80% de personnes d'une confession religieuse et des autres d'une autre croyance, bon, je peux dire que je le ressens moi en tant qu'aujourd'hui musulmane et que parfois je suis pas à ma place, mais je peux comprendre que 1905 ça fait du bien à ceux qui n'étaient pas peut-être catholiques et que du coup une loi pareille ça permet vraiment une liberté à certaines personnes. Alors après c'est que la loi, moi où je voyais la laïcité dans un plutôt une forme de liberté, donner plus de liberté. La loi de 2005, pour moi, elle n'a pas donné de liberté, elle a surtout enlevé de la liberté à certaines personnes, d'être exclues, de faire un choix, c'est soit je continue à une scolarité, et soit j'arrête parce que je me sens profonde quand je porte un voile, et du coup, pour moi, c'est important, ça m'apaise et tout. Et cette loi-là, elle a permis surtout d'exclure, et là, on est encore, il y a une loi contre les femmes, ça permet vraiment à certaines femmes, elles, qui étaient soit opprimées par leur famille,
de pareil, porter le voile, et ben ça les a exclus d'une scolarité et d'émanciper des femmes. Soit ça a été pour des personnes, et ben eux qu'ils avaient un choix personnel, et ben après 16 ans l'école n'est plus obligatoire parce que ces personnes-là de faire un choix et de dire je ne veux pas faire partie d'un système qui me discrimine, et du coup ces femmes-là elles-mêmes elles ont pris la décision de s'éloigner d'une société, et je trouve ça hyper dommage. En gros, ça veut dire que la loi de 2004 a obligé essentiellement les femmes qui portaient le voile à choisir entre leur foi et leur éducation. Oui, oui. Je pense que vraiment cette loi, les femmes qui étaient en capacité de choisir, elles, parce que elles étaient en accord avec leur foi, et du coup, elles ont fait le choix. Mais il y a des femmes qui n'ont pas qui n'ont pas pu choisir. On a choisi pour eux. On leur a dit, non, nous on préfère que tu portes le voile, et du coup, ces femmes aussi, ça existe. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des filles à qui on force pas peut-être de porter le voile, mais quand Thomas tout à l'heure tu disais oui, ça a été un peu pour enlever la propagande de certaines personnes et tout. Moi j'ai envie de dire les attentats se sont passés après 2005. Est-ce que ça n'a pas permis plus davantage à certaines personnes d'aller vers des groupes parce qu'ils se sont sentis opprimés par cette loi, et du coup de dire je me retrouve pas dans cette république qui m'opprime, et du coup je cherche où je peux me sentir écouté, compris, et du coup peut-être on a exclu ces personnes-là et nous on les a renvoyées vers des groupes. Là où je me retrouve aussi dans les propos d'Halima, c'est qu'à un moment donné, appliquer la loi, ça ne devrait pas dispenser d'un regard social, d'un regard sur les familles, sur les élèves, sur ce qui se passe dans leur tête, dans leur vie. C'est aussi ça, éduquer à un moment donné, c'est s'intéresser à l'élève aussi en tant que personne, en tant que globalité. Et à un moment donné, quand on interdit le port de certains signes visibles, certes on préserve un ordre public, mais parfois on rend aussi invisibles certains signes de mal-être ou simplement d'évolution dans la vie, et qui empêchent d'y discuter véritablement avec les familles. Certes, la loi de 2004 prévoit un dialogue avec les familles, mais c'est un dialogue dans un sens amener les familles à respecter la loi, ce qui n'est pas forcément la même chose qu'un dialogue pour comprendre ce qui se passe exactement à ce moment-là dans leur vie et pourquoi ils ont fait ce choix-là éventuellement. Sachant que au final, il se passe pas forcément. Pour moi, il faut pas forcément considérer que parce que le foulard a une connotation religieuse et politique, il faut pas forcément le traiter totalement sans rapport avec d'autres manifestations de la vie adolescente, puisqu'on parle bien d'adolescents, quand on parle de collège et de lycée. C'est-à-dire que l'extravagance vestimentaire est courante chez un adolescent. Ça peut être ergotique, ça peut être n'importe quel style vestimentaire lié à la mode, ça peut être justement le fait de porter volontairement des vêtements qui sont en décalage par rapport à ceux de la société et à ceux des autres. Tout ça, c'est des signes qui sont intéressants, qui permettent d'avoir un dialogue souvent riche avec l'élève et la famille, qui nous permettent d'avoir un état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe exactement dans sa vie, pourquoi d'un coup il a décidé de se teindre les cheveux en bleu par exemple. C'est intéressant, ça nous permet de travailler. Ça nous permet de savoir où l'élève il en est dans son travail scolaire, et au-delà, comment il se positionne par rapport à son orientation, par rapport à sa vie future, etc. Invisibiliser certains signes religieux, parfois, ça met de côté toute une part de ce qui se passe dans la tête de la personne, de ce qui se passe dans sa vie, qui fait que parfois on passe à côté de quelque chose. Et à ce niveau-là, j'émettrais un regret. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur RBS 91.9 avec l'émission hebdomadaire du Conseil des résidents étrangers. Nous allons continuer avec le témoignage de Sakina, qui portait le voile en 2004 dans son lycée. Elle nous raconte comment elle a vécu cette période de l'arrivée de la loi sur le port des signes religieux à l'école. Et tout de suite après, l'analyse de Hanan Karimi, doctorante en sociologie, qui fait une thèse sur la réception de cette loi. Donc à la rentrée, j'avais 15 ans et je rentrais au lycée. Je portais déjà le voile depuis 4 ans. Je l'ai porté en 6e en rentrant au collège. Pour moi, c'était devenir adulte. Enfin, je pensais, bien sûr. Attends, je me rends compte que c'était pas le cas. Voilà. Du haut de mes 11-12 ans, j'ai commencé à porter le voile. Voilà, j'étais en sport-études judo. Il y avait des fois quelques petites complications en compétition. Du coup, on bidouillait avec un espèce de chapeau type chapeau de piscine, mais en tissu. Voilà, donc ça le faisait.
J'ai passé mon collège comme ça. 4e, ils commençaient à en parler. Je suis arrivée en 3e, la loi est passée. Construisait cette loi qu'ils en parlaient en disant oui, alors il y a des filles qui sont venues nous en parler anonymement. Alors on va descendre, on va monter au créneau. C'était à l'époque Samira Bellil dans l'enfer des tournantes. Il y avait pas mal d'amalgames autour de tout ça. Je sais pas, 2004, il y avait beaucoup d'histoires. Il y avait aussi l'histoire autour des banlieues, les émeutes, ça avait commencé. Donc il y avait tous ces débats, cette espèce de magma de thématiques un peu badantes autour de cette population immigrée. Donc bien sûr on mettait le voile, l'islam, tout ça, taxe et les immigrés, les trafics de drogue, les tournantes, l'excision, enfin bref. Comment ne pas débattre, voilà. Et donc ils avaient tout mélangé, la loi est sortie, tout le monde était d'accord, les féministes sont montés au créneau. C'était donc d'ailleurs mon premier contact avec des féministes, pas directement mais à travers les discours que je voyais à la télé, un truc très très mainstream d'ailleurs, genre OLF et compagnie. Et je suis là, c'est pas des filles très sympas, j'ai pas envie d'être féministe moi quand je vois ça. Donc on avait notre manière de l'être, enfin, on parlait à notre place, on racontait des trucs, on disait mais c'est pas ce qu'on est, c'est pas pour ça qu'on fait ses choix en tant que fille volée. Donc on comprend pas ce que ces personnes racontent à la télé, pourquoi est-ce qu'ils nous diabolisent comme ça, etc. Donc j'étais toute jeune, c'est donc 13-14 ans, et du coup d'entendre, je pense que je m'étais vraiment braquée, c'est un fait, et du coup je m'étais plus renseignée sur pourquoi est-ce que je portais le voile, pas juste faire comme les autres, mais pourquoi est-ce que moi j'ai fait ce choix-là, et ça m'a renforcée en fait, voilà, ça m'a renforcée, et donc j'y tenais vraiment. Tac, on va en été, super, les vacances, on se prépare plus ou moins comme on peut, et puis j'arrive donc mi-septembre en retard à la rentrée. Et j'avais une amie qui à l'époque n'était pas encore une amie, c'était une connaissance, donc la fille d'une copine à ma mère, qui était aussi au lycée, mais elle était déjà l'année précédente, donc je sais pas pour elle ce que ça lui a fait de revenir dans un lycée qu'elle avait déjà connu, mais que cette fois-ci elle pouvait pas y accéder. Puis elle m'a un peu raconté, voilà, je suis venue en bandana, et puis ils sont contre et tout. Voilà. Donc cette idée de signe religieux, pour nous il y avait vraiment beaucoup de mauvaise foi, c'était pas une histoire de ça, tout se mélangeait, on savait pas si c'était pour protéger des filles d'eux, bon bah très bien, vous voulez nous protéger, ben laissez-nous aller à l'école, construire notre avenir. Si on n'est pas obligé de le porter, ben c'est notre choix personnel, laissez-nous le faire. Si on est obligé de le faire, ben qu'est-ce qui va se passer? On va quitter l'école et ben du coup on sera enfermé dans notre communauté et puis on pourra rien faire de plus. Et donc pour nous tout ça c'était pas logique, c'était voilà, et puis on avait l'impression d'être au milieu de débats d'adultes, enfin de débats qui nous dépassaient largement, alors que nous tout ce qu'on voulait c'était rien de particulier, suivre, continuer de grandir, avoir notre bac et puis aller à la fac, éventuellement aller à l'étranger, etc. Bon, on arrive au milieu de tout ça, on se rend compte, on confirme qu'il y a beaucoup de, voilà, que c'est flou. Ce qu'on veut faire, c'est virer les filles qui portent un voile, très bien. Pourquoi? Parce que c'est un signe religieux. Bon, ben le signe religieux, on va mettre autre chose, on va mettre des bonnets. Non, mais c'est religieux parce que vous, on sait que vous êtes musulmane. Comme cette histoire de porter une jupe longue. Alors si t'es musulmane et voilée, ben ta jupe longue, c'est un signe religieux. Si t'es une gothique, j'en sais rien. Voilà, si c'est pour ressembler à Kate Moss, ben ça passe. Bon. Donc je me dis, le bandana ça passe pas, je vais y aller franchement, je vais y aller avec mon voile. Donc à l'époque j'aimais bien porter de grandes robes, j'aimais bien les draper, donc j'ai porté un grand foulard que j'attachais, des épingles et tout. Donc j'arrive sans surprise, on me ramène dans une petite salle. J'étais prévenue parce que la copine en question, l'ex, était déjà là-bas. Le cadre c'était quoi? Enfin les règles c'était quoi? On devait être dans la salle, on n'avait pas le droit d'en sortir sauf si on venait nous chercher. Voilà. En gros, c'est ça. On passait là-bas le temps qu'on était censé passer en classe. Donc, en fonction de nos emplois du temps, on devait le passer dans la salle de cours. On était censé avoir des profs qui venaient nous voir. Moi, j'en ai vu 2. Voilà. Donc, le temps passe. On a passé là-bas 1 mois à peu près. On nous a demandé de venir 1 quart d'heure avant la sonnerie ou 1 quart d'heure après l'entrée en cours pour ne pas croiser les autres élèves. On nous a interdit d'aller en récréation. On devait attendre la fin de la récréation qu'un surveillant vienne nous chercher ou une surveillante. Et on allait faire le tour de la cour. Vraiment, c'était minable. On nous faisait marcher comme ça, derrière la surveillante, comme si c'était une cour de prison. On marchait derrière elle et hop, on faisait le tour. Voilà. Globalement, voilà ce qui s'est passé pendant notre présence en classe, au lycée. Je suis un peu amère. Je me souviens de deux petites anecdotes comme ça. Un jour, je suis arrivée en retard, mais vraiment pas exprès. Donc, mettons, j'en sais rien, au lieu d'arriver à 8h, je suis arrivée à 8h30 et je croise dans les couloirs un copain que je connaissais du collège. Et il fait, ah, mais t'es là, t'es au Louis Armand. Je suis bien sûr et tout. Ça, mais pourquoi?
je t'ai jamais vu. Je me voilà, tu sais, la loi sur le voile, tout ça. Donc, on échange 2-3 mots. Et puis, il y a le proviseur qui sort sur la rambarde, en fait, si vous voulez. Il y a le hall d'entrée et au-dessus, il y a comme un balcon qui donne du coup sur le bureau du proviseur. Mademoiselle, vous montez tout de suite. Il me convoque dans son bureau, c'est du prosélytisme, machin. J'étais en train de dire bonjour à un collègue, enfin un copain, quoi. Non, vous n'avez pas à leur parler, vous n'avez pas à leur adresser la parole, etc. Et puis il est parti dans un grand truc, il a convoqué mes parents en mode votre fille. Et puis j'étais quand même plutôt éveillée à l'époque, et donc j'essaie de négocier, de débattre avec lui en quoi est-ce que c'est du prosélytisme, de dire bonjour, machin. Puis c'est pas possible. Enfin, voilà, le débat était vraiment bloqué, les gens étaient une espèce de parole un peu raciste qui s'était libérée quand même, faut le dire. Et puis et c'est ça le propre du racisme, c'est de pouvoir nous traiter autrement. C'est-à-dire, on va traiter le commun des élèves d'une certaine manière, vous on traite autrement, différemment, parce qu'on a raison de le faire, parce que vous êtes différentes, etc. Et puis t'as toute cette histoire, si vous allez gâcher votre scolarité, pourquoi vous l'enlevez pas? Parce que j'ai envie. Parce que je considère que c'est comme ça que je vois la vie, je vois la vie en étant voilée, parce que mon corps, je le traite de telle manière, voilà ce que j'ai envie d'exposer, voilà ce que je n'ai pas envie d'exposer. Il y a, ok, on vit ensemble, donc voilà, vous voyez mon visage, voyez. Puis il faut quand même se rendre compte que il y a plein de manières de le vivre, et moi à l'époque je le voyais vraiment, ça peut être difficile à entendre de la part de pas mal de personnes, surtout après les débats auxquels on assiste. Mais moi, le voile à l'époque, ça m'avait permis de m'émanciper. Ça m'avait permis de m'émanciper de mes parents, de prendre mes décisions par moi-même. Mon père voulait que je m'habille d'une certaine manière. Je dis non, moi je m'habillerais comme ça. Et puis il y avait cette autorité de la religion de lui dire, au-delà de ce que tu peux penser en tant que père, il y a des lois qui te dépassent, qui sont des lois divines. Donc faut se remettre dans le contexte, on est entre croyants. Et donc cette loi divine, elle m'autorise en fait à décider de quelle manière est-ce que je me vêtis. Et puis si toi tu considères que je devrais l'enlever, porter non pas des jupes mais plutôt des pantalons ou quoi, en fait t'as pas le droit d'intervenir là-dedans. Et elle m'a aussi permis de m'émanciper de mon statut de femme, de fille, de jeune fille, parce que voilà, quand je parle avec des garçons ou avec d'autres filles, j'étais en dehors de j'étais pas un corps, j'étais pas une fille avec laquelle on pouvait envisager de sortir ou pas, j'étais pas une fille grosse, maigre, etc. J'étais autre chose, voilà. Donc quand je pouvais exister par ce que je disais, par ce que je portais en moi, pas sur mon corps, et donc j'avais pas à recevoir de commentaires. Et puis je portais un voile quand même assez sobre. Du coup, il y avait même pas ces histoires de style vestimentaire ou de marque, voilà. Donc pour moi, ça me permettait de me concentrer sur autre chose, et ça m'a aidé à cette période de ma vie. Voilà, à ce moment-là, dans ma vie de jeune fille en devenir de femme, ça m'a aidé. Et voilà, donc tout ça. Et donc nous dire c'est facile, t'as qu'à l'enlever, ça me fait penser à cette phrase où écoutez, les homosexuels, ils peuvent se marier, on disait ça à une certaine époque, ils peuvent se marier, ils ont qu'à se marier quelqu'un d'un sexe différent. Ouais, mais il se trouve qu'ils ont envie de se marier quelqu'un du même sexe, alors comment est-ce qu'on fait? Ils ont qu'à, non, ils ont pas qu'à. Vous n'avez qu'à les accepter tels qu'ils sont, vous avez qu'à laisser les gens faire ce qu'ils veulent de leur vie, du moment que qu'ils n'interviennent pas dans votre intimité, etc. Bon. Donc il y a tout ça. Il y avait une autre anecdote qui m'avait voilà, à l'époque. Donc on est en automne, le sport se passe à l'extérieur, et donc à l'extérieur on peut porter des bonnets, etc. Donc je débarque en début de journée avec mon bonnet, et puis je me dis je vais aller au cours de sport. Sauf que dernière minute j'ai eu honte, et donc je me suis cachée derrière des arbres comme ça. Je me suis cachée derrière des arbres, et puis j'ai appelé une copine, une fille que je connaissais de vue. Je dis écoute, moi je suis la fille qui est dans la salle là-bas, est-ce que tu pourrais demander au prof si je peux venir? Et j'ai fait l'erreur de demander, en fait, j'aurais dû y aller directement. Mais voilà, et puis le prof qui dit non, t'es en bonnet, non, je pense qu'il savait pas trop quoi faire non plus, il devait être démuni un petit peu. Faut quand même dire qu'il y avait des profs sympas, il y en avait qui étaient un peu tièdes et faibles et qui voulaient pas prendre position, etc. On leur en voudra pas. Et puis il y en avait qui étaient très remontés en mode on va libérer les cités, on va libérer. Donc voilà, donc ce prof m'avait interdit d'aller au cours de sport parce que mon bonnet pouvait éventuellement être islamiste, voilà. Il y a aussi cet épisode où je devais faire un devoir en histoire, et donc je suis partie au CDI, mais j'ai pris la liberté parce qu'au bout de 2-3 semaines, je finis par sortir de la salle sans demander, et puis j'étais au CDI. Je dis voilà, je voudrais un... Puis là, du commentaire qui fait non, vous n'avez pas le droit. Si, je suis étudiante ici. Donc j'ai un peu forcé le truc, et je suis revenue avec mon dictionnaire toute contente, voilà. Micro-victoire. Une fois, il y a aussi des élèves qui sont rentrés dans la salle, ils me disent mais qu'est-ce que vous faites là? En fait, vous n'êtes pas au courant, mais il y a des filles qui
sont dans cette pièce, qui attendent que ça se passe, etc. Et en fait, ce qu'on s'est dit avec ma collègue à l'époque, c'était pourquoi est-ce qu'ils font traîner le conseil de classe? Ils nous demandaient sans cesse de voilà, alors soit vous allez en classe, soit vous allez vous inscrire au CNED et vous quittez l'école. Et en fait, je soupçonne, j'en suis même sûre en fait, ce qui s'est joué. Bon, nous on a été deux, on a pu se soutenir, mais ce qui s'est joué, c'était combien d'élèves vont être exclus. On aimerait bien qu'il n'y en ait aucune. Donc et c'est arrivé pour beaucoup de filles. Il y a beaucoup de filles qui sont présentes à l'école qui finalement se sont désinscrites, enfin sont allées vers le CNED et il n'y a pas eu de renvoi. Ce qui fait que dans les statistiques, finalement c'est une loi qui a touché pas grand monde, 300, 400, 500 filles. Alors que bon, je vais sauter rapidement, passer après le conseil de discipline qui était à venir. On a essayé, il y a eu des volontés comme ça de soutenir entre filles renvoyées. Et des profs qui donnaient un peu de leur temps. Et on était, dans ma ville, on a été officiellement 5 à être renvoyés. Donc 2 dans le lycée dans lequel j'étais, 2 filles au collège, et une autre qui était un peu à part, qu'on a connue par la suite. Donc 5 renvois. Dans ces cours de soutien, sachant que tout le monde n'est pas forcément venu, on était au bas mot entre 50 et 60 personnes. Voilà. Le devenir de ces filles-là, après, moi j'ai passé 2 ans au CNED, c'était 2 ans d'échec scolaire, en gros, je dormais toute la journée, enfin, je lisais des romans, des bouquins, je me suis fait Stendhal, je me suis fait machin, voilà, passé le temps, mon père m'a permis de voyager, donc j'ai pu voir un peu du pays, j'ai pu aller en Angleterre, ça m'a fait du bien, ça m'a un peu ouverte, un peu, voilà, et mais pour les autres, ça a été le CNED, pas mal ont laissé tomber, les filles les plus... communautaire. Enfin, il y a beaucoup de filles qui ont laissé tomber l'école, qui ont fini par se marier, sachant que le marché du travail, le travail est fermé. Surtout à cette période, c'était très dur. Enfin, à part faire des ménages, on laissait pas faire grand chose aussi voler. Donc j'ai perdu 2 ans. Après, je suis partie à l'étranger pour finir mon lycée. J'ai eu 2 bacs. Voilà, j'ai passé un bac français, un bac algérien, c'était cool. Puis après, j'étais aux Beaux-Arts et je suis revenue à Strasbourg et voilà. Et puis après, la vie a continué, mais j'ai perdu beaucoup de temps. Si on peut voir ça si on essaie de positiver, ça a aiguisé mon envie de militer. Du coup, je me suis penchée sur sur quelques autres questions et j'ai essayé mais le sujet du voile, de l'école, la laïcité, ça reste un sujet sensible que j'arrive pas à traiter la tête froide. Eu un entretien téléphonique avec Hanan Karimi, qui est sociologue de la laïcité, qui travaille particulièrement sur les effets de la loi de 2004 sur les femmes musulmanes en France, et qui est aussi formateurs et de formatrices dans le cadre de la formation des agents de la fonction territoriale et des agentes de la fonction territoriale. On lui a posé quelques questions au téléphone, du coup, et on vous en a choisi quelques extraits qu'on trouvait intéressant de partager dans le cadre de notre réflexion sur nos pratiques et sur ces questions-là. Du coup, on vous laisse écouter l'entretien. Ça va protéger les femmes, le droit des femmes, etc. Et donc, c'est nécessaire pour ça, la loi de 2004. Ah, c'est absolument faux comme argument, parce que sous prétexte de protéger les femmes, on exclut des femmes. Et moi, c'est le paradoxe que j'aimerais souligner. Comment on peut être cohérent en disant « nous allons protéger les femmes » en demandant à certaines femmes ou en excluant certaines femmes parce que le chemin qu'elles adoptent, la tenue qu'elles adoptent nous est insupportable. Quelle vision des femmes on défend? Et deuxième chose, est-ce que ces femmes sont considérées comme des femmes? Je me souviens d'une discussion publique qui avait eu au Sénat dans laquelle je participais, et j'ai voulu faire entendre cet argument parce que moi, ce que je rencontre sur mon terrain, c'est effectivement des femmes musulmanes qui portent le foulard depuis quelques années déjà et qui expérimentent la discrimination et qui doivent s'organiser face à ces discriminations, par exemple dans le marché de l'emploi. Et pour certaines même qui renoncent à travailler et donc qui se retrouvent à la maison à s'occuper des enfants parce qu'elles ont été empêchées de travailler. Donc de quelle émancipation est-ce le nom? De quelle liberté des femmes parle-t-on? Parce que exclure des femmes, les renvoyer à la sphère domestique et prétexter qu'on protège ou qu'on défend la liberté des femmes, pour moi c'est pas cohérent avec ce que je vois concrètement sur mon terrain. Et je me souviens d'un entretien que j'ai fait il y a 1 an dans un groupe de femmes qui
s'auto-organisent dans le milieu professionnel pour devenir auto-entrepreneurs. Donc parce qu'il y a trop de discrimination dans le marché de l'emploi, et qui me disait, et ça a été une parole très forte que j'ai retenue, je me suis sentie trahie. Elle s'est sentie trahie parce qu'elle avait adopté, elle avait cru, elle s'était sentie française, née en France, ayant grandi dans l'école publique, elle avait adopté ce discours de la Déclaration des droits de l'homme, comme quoi tout le monde était égaux, comme quoi personne ne pouvait être importuné du fait de sa croyance, de sa couleur de peau, de son sexe, etc. Et là, d'un coup, face à la réalité, sa phrase c'était « je me suis sentie trahie ». Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut entendre. Sur cet argument de protection des mineurs qui, du coup, feraient le choix de porter le voile, quel est ton point de vue sur cette question-là ? Est-ce qu'il est entendable ? Est-ce que c'est un argument ? Alors, si on me demande personnellement, en tant que femme, en tant que mère, ce que j'en pense, je suis contre le fait que des enfants mineurs se voilent, parce que si l'argument c'est la liberté de croyance et la liberté de pratique, après on peut l'étendre à d'autres religions et voir comment ça s'applique, mais voilà, en tant que femme et mère, je suis contre le fait que des mineurs portent le foulard, mais ça n'empêche que c'est pas parce que ma sensibilité de femme et de mère me pousse à donner ce positionnement que je vais défendre le fait qu'il faille interdire des jeunes filles qui portent le foulard d'accéder à des loisirs ou à l'éducation, qui pour moi est plus fondamentale que tout autre argument, parce que ce que j'observe sur le terrain, c'est que cet argument-là, il est brandi pour défendre la bonne conscience d'avoir interdit le foulard à l'école, sauf que en fait, moi j'aimerais qu'on s'intéresse vraiment au devenir de ces jeunes filles, de ces enfants qui portent le foulard, parce que les interdire d'être à l'école en portant le foulard, ça a eu un impact direct qui est la création d'écoles musulmanes dans lesquelles, dans certaines écoles musulmanes privées, du coup, où l'État n'a plus du tout de regard sur ce qui se passe, eh bien, les jeunes filles, les enfants, à partir de 7-9 ans, portent le foulard. Donc moi, dans un souci de cohérence, ma question c'est, et quand ces jeunes filles sont dans ces environnements-là, comment vous les protégez ? Voilà. Parce qu'on ne peut pas interdire les écoles privées musulmanes, au même titre qu'on ne peut pas interdire les écoles catholiques ou les écoles juives. Alors, est-ce que c'est simplement le fait de les mettre à distance et de ne plus être confrontés à cette altérité et ces cas d'enfants qui portent le foulard qui pose problème, ou est-ce que c'est simplement une expression d'une intolérance et d'une impuissance surtout à composer avec cette altérité, parce qu'on est démunis face peut-être à des discours ou à des postures pour lesquelles nous ne sommes pas formés. Donc voilà, l'argument qui consiste à dire on protège les enfants, pour moi est un argument à demi valable, dans le sens où on ne les protège pas complètement. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt penser à un établissement inclusif dans lequel ces enfants, donc avec la mixité dans des écoles publiques où elles ont un enseignement et des chances égales de sortir peut-être de l'entre-soi communautaire, ou est-ce qu'on les met à distance en disant bon, si les parents décident que les enfants portent le foulard et que les enfants elles-mêmes, par envie de mimétisme, portent le foulard comme leur maman, est-ce qu'on les met à distance, et à partir du moment où c'est dans des écoles privées musulmanes, ça me pose plus de soucis parce que je ne les vois plus, ou est-ce que, et là c'est plutôt ma posture, l'avenir de ces enfants m'importe autant que si elles étaient dans des écoles publiques. Au niveau des CMA, en tout cas en Alsace, on a des jeunes femmes qui portent le voile qui viennent s'inscrire en disant quand j'ai posé la question de est-ce que ça pose un problème que je porte le voile, c'est l'endroit où j'ai senti que ça posait pas de problème et que je me sentirais le plus à l'aise. Du coup, on a des stagiaires qui s'inscrivent et qui portent le voile et qui pourtant
on sent quand même qu'il y a de la tension, du stress, la peur de ne pas être accueilli, la peur d'être mis à l'écart. Comment est-ce qu'au niveau des CMA, on peut nous faciliter encore le fait que de ne pas avoir ce sentiment d'exclusion ou de ne pas commettre des impairs, ou même en essayant de faire du mieux possible, comment est-ce qu'on peut améliorer nos pratiques pour s'assurer que les personnes se sentent à l'aise? Tu disais tout à l'heure, c'est des groupes de femmes qui vivent la discrimination, qui se sentent trahis, du coup des personnes qui vont arriver en formation avec tout un vécu difficile. Comment est-ce qu'on se retrouve à pas reproduire parfois par mégarde, en tout cas comment est-ce qu'on peut faire du mieux possible pour que tout le monde se sente bien et qu'il y ait pas, on repose pas la discrimination? Disons que alors la visibilité de cette pratique juste finalement de ce qui se passe dans les CMA, pardon, elle doit être peut-être plus visibilisée, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir effacer le fait que les femmes arrivent avec une expérience de discrimination qui font qu'elles appréhendent encore cette démarche qui pour elles, souvent ce que j'entends c'est j'essaye mais si ça passe pas tant pis, mais qui est déjà très pessimiste, c'est-à-dire que dans leur tête le fait d'être rejeté est plus important que le fait d'être accepté. Donc, ce qui explique que les jeunes femmes qui viennent au CMA se disent ah ouais mais je sais pas si je vais être acceptée, je sens quand même et j'allais dire c'est merveilleux qu'elles essayent encore. Voilà, ça veut dire que les expériences qu'elles ont vécues, peut-être parce qu'elles sont jeunes, ne les ont pas complètement découragées à aller encore dans des espaces ouverts et mixtes comme les CMA d'éducation populaire et c'est un beau signal parce que du coup dans cet espace-là elles sont acceptées. Alors après peut-être développer des chartes de peut-être du vivre ensemble parce que